Il y a une chose un peu curieuse à propos des fonctions qui admettent un développement en série entière au voisinage de 0, disons. C'est que si on connaît ces fonctions-là sur un tout petit intervalle ouvert contenant 0, alors on les connaît partout dans le disque de convergence absolue. Donc, si par exemple je sais que j'ai une fonction qui admet un développement en série entière, comme je le dis, au voisinage de 0, et je connais juste un tout petit bout du graphe de cette fonction-là, sur un tout petit intervalle ouvert contenant 0, alors je peux compléter ce graphe et connaître la fonction partout dans le disque de convergence. Et si le rayon de convergence est infini, donc je la connais partout sur R. Pourquoi? Parce que la connaissance de f sur un tout petit intervalle ouvert contenant 0 est suffisant pour calculer f de 0 et toutes les dérivées de f au point 0. Et donc, si je connais f de 0, f' de 0, f seconde de 0 et toutes ces dérivées en 0, et je peux les connaître si je connais un f exactement sur un tout petit intervalle contenant 0, alors je remplace dans la formule de Maclaurin et j'ai immédiatement une formule qui me donne f partout sur le disque de convergence. Et donc si vous me donnez f sur un intervalle de longueur, je ne sais pas, votre échelle, disons ça c'est 20 cm, si vous me donnez f sur un tout petit millimètre ici, intervalle de longueur 1 mm, et vous me dites que f est développable en série entière, et le rayon de convergence est infini, alors je peux immédiatement calculer f de x pour le x qui se trouve à 17 années-lumière de là. Et c'est une idée un peu curieuse. En fait, vous allez me dire que, enfin, par définition, si f est développable en série entière, alors f est déterminé par f de 0, f' de 0, f seconde de 0 et les valeurs de f et les valeurs des dérivées de f au point 0. Et donc, c'est évident en fait. Si je connais f sur un intervalle, alors je dois la connaître partout sur son disque de convergence, sachant qu'elle est développable en série entière et sachant qu'il y a des fonctions qui ne sont pas développables en série entière, enfin. Mais ce que je trouve assez curieux, assez étonnant, c'est que la plupart des fonctions qu'on connaît, qu'on utilise, enfin, elles sont développables en série entière et très souvent le rayon de convergence est infini. Par exemple, les fonctions sinus, cosinus, etc., elles admettent un développement en série entière. Et en particulier, la fonction exponentielle, elle aussi, admet un développement en série entière et le rayon de convergence est infini. Donc, pour rappel, alors comment la fonction exponentielle est définie d'abord? Je considère la parabole d'équation y égale 1 sur x. Je la considère sur les x positifs, disons. Donc ça, c'est y égale 1 sur x ou x à la puissance moins 1. Et puis, je prends le point 1 ici, donc le point d'abscisse 1, et je prends un point d'abscisse x quelconque. Donc x est positif, mais il peut être plus grand que 1 ou plus petit que 1. Et je me demande, c'est quoi cette surface-là? Donc je suppose que cette surface est comptée positivement si x est plus grand que 1, elle est comptée négativement si x est plus petit que 1. Si x est égal à 1, bien sûr, la surface est nulle. Donc ici, vous savez qu'il faut calculer une intégrale. Donc, je sais que l'intégrale de xn, c'est égal à x à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1. Mais comme on peut facilement constater, cette formule marche pour tout n, sauf justement pour n égale moins 1. Donc dans mon cas ici, pour l'hyperbole y égale 1 sur x, cette formule ne marche pas. Donc il faut faire autre chose. Donc quand on essaie en fait les fonctions usuelles, aucune de ces fonctions usuelles admet pour dériver 1 sur x. Et donc, on doit donner un nouveau nom à cette fonction-là, la fonction qui à x donne la surface. Et cette fonction, on l'appelle Ln, logarithme népérien. Donc Ln de a, pour un a positif, c'est la surface délimitée par les droites d'équation x égale 1, x égale a, l'hyperbole, y égale 1 sur x, et l'axe des x. Et si a est plus petit que 1, on la compte négativement, cette surface, sinon on la compte positivement. Et en même temps, je peux considérer la fonction réciproque de cette fonction logarithme népérien. Donc logarithme népérien a un abscisse, elle associe une surface, mais je peux considérer l'application qui a la surface associée à un abscisse. Et cette fonction-là, justement, je l'appelle la fonction exponentielle.
Je la note par, disons, exponentielle x. Et exponentielle a, si a est un nombre, ça peut être positif ou négatif cette fois, exponentielle a, c'est l'abscisse auquel la surface délimitée est exactement égale à a. Donc si x est l'abscisse, Ln de x est la surface, et si x est la surface, exponentielle x c'est l'abscisse. Donc en particulier, exponentielle 0 est égal à 1, parce que l'abscisse auquel la surface 0 est atteinte, c'est justement l'abscisse 1. Si je prends x ici en 1, la surface est nulle. Et puis on peut se demander c'est quoi exponentielle 1? Donc pour quel x cette surface, la surface en vert, est égale à 1? On peut en fait démontrer que la surface 1 est atteinte à, bien sûr, à un certain nombre. On appelle ce nombre E, on peut démontrer que c'est autour de 2,7. Donc par notation, E, c'est égal exponentielle 1. Puis les gens se sont vite rendus compte que, en fait, si je prends une suite géométrique d'abscisses, alors la suite des surfaces correspondantes, ça suit une suite arithmétique. Et donc, si je prends une suite arithmétique de x, alors la suite d'exponentielle x suit une suite géométrique. Et donc, ça démontre que exponentielle 2, par exemple, c'est égal à e au carré, exponentielle 3, c'est égal à e au cube, ainsi de suite. Et en fait, la fonction exponentielle généralise la fonction puissance. Et au lieu de noter exponentielle x, on note e à la puissance x. Si x est entier ou x est un rationnel, alors exponentielle x sera vraiment e à la puissance x, mais la fonction exponentielle généralise la notion de la fonction puissance à des nombres qui sont irrationnels. Donc on peut maintenant parler de exponentielle racine de 2, e à la puissance racine de 2. Maintenant, je sais que Ln, la fonction Ln et la fonction exponentielle sont inverses l'une de l'autre. Donc je peux écrire, bien sûr, Ln de exponentielle x, c'est égal à x. Et en dérivant, à droite j'ai 1 et à gauche j'ai... C'est quoi la dérivée de Ln de exponentielle x? Donc c'est la dérivée de Ln au point exponentielle x fois la dérivée de la fonction exponentielle x. La dérivée de f rond g, c'est f' de g de x fois g' de x. Je l'applique ici. Donc la dérivée de Ln au point exponentielle x, la dérivée de Ln de x c'est 1 sur x. Donc la dérivée de Ln en exponentielle x c'est 1 sur exponentielle x multiplié par la dérivée de exponentielle x. Donc exponentielle x prime. Donc la dérivée de exponentielle x sur la fonction exponentielle x est égale à 1. Conclusion, la dérivée de exponentielle x est la fonction exponentielle x. Et voilà une fonction f dont la dérivée est égale à la fonction elle-même. Et donc exponentielle x a cette propriété. Et c'est comme ça qu'on démontre enfin que exponentielle x, en particulier, est de classe C infinie. Et toutes les dérivées successives de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Et puis, je veux écrire la série de Maclaurin de la fonction exponentielle. Donc je dois calculer exponentielle 0, la dérivée de exponentielle en 0, la dérivée seconde exponentielle en 0, etc. Mais toutes ces dérivées énièmes de exponentielle en 0, elles sont toutes égales à exponentielle 0 qui est égale à 1. Et donc quand je remplace dans la formule de Maclaurin, j'aurai que la série de Maclaurin de la fonction exponentielle, c'est justement ce qui est écrit ici. C'est la somme des xn sur n factoriel fois la dérivée d'ordre n de f de la fonction exponentielle en 0, mais cette dérivée d'ordre n de la fonction exponentielle en 0, c'est égal à exponentielle 0 et c'est égal à 1, donc j'obtiens exactement cette formule. Et puis dans l'un des exercices précédents, on a démontré qu'en fait, le reste tend vers 0, et donc la fonction exponentielle est égale à sa somme de série de Maclaurin. Et on a démontré aussi que le rayon de convergence c'est infini, on peut le faire en prenant la limite de an sur an plus 1, an étant le coefficient de xn. Maintenant, on regarde bien cette formule. La fonction exponentielle a priori, comme je l'avais défini, un truc qui a une surface donne un abscisse, c'était défini pour les x réels. Mais quand je regarde cette nouvelle formule, ça marche bien sûr pour les réels, mais la nouvelle formule n'a pas de problème non plus avec les nombres complexes. Je peux remplacer x par i, ça doit converger parce que le rayon de convergence est infini.
Et donc, cette méthode de développement en série entière me permet de généraliser la fonction exponentielle x à des x qui ne sont pas forcément des nombres réels, mais qui sont des nombres complexes. Et donc, je peux prendre un nombre θ réel et me demander c'est quoi exponentielle de i θ, i étant racine de moins 1, i2 égale moins 1. Et donc j'écris exponentielle i θ, bien sûr, je remplace x en haut par i fois θ, et j'obtiens 1 plus i θ plus x2 sur 2 factoriel avec x égale i θ et i2 égale moins 1, donc ça donne moins θ2 sur 2 factoriel. x3 sur 3 factoriel, ça donne i3 fois θ3 sur 3 factoriel, mais i3, i2 étant égal à moins 1, i3 c'est égal à moins i. Donc moins i θ3 sur 3 factoriel. i4 étant égal à plus 1, donc le quatrième terme ou le cinquième terme c'est θ4 sur 4 factoriel, et ainsi de suite. i5 θ5 sur 5 factoriel, je rappelle i4 égale à 1, donc i5 c'est égal à i, donc j'aurai i θ5 sur 5 factoriel, moins θ6 sur 6 factoriel, ainsi de suite. Je remplace tout simplement x par i θ et je me rappelle juste que i au carré égale moins 1 et i à la puissance 4 est égal à plus 1. Et maintenant, on regarde bien ce qu'on a. Je vais prendre les termes qui ne contiennent pas de i. C'est quoi? Donc j'ai 1 moins θ2 sur 2 factoriel, plus θ4 sur 4 factoriel, moins θ6 sur 6 factoriel, plus θ8 sur 8 factoriel, et ainsi de suite. Mais ça c'est quoi? Ça c'est cosinus θ. Et maintenant, si je prends les termes qui admettent un i, et je mets i en facteur, j'aurai i facteur θ moins θ3 sur 3 factoriel, plus θ5 sur 5 factoriel, moins θ7 sur 7 factoriel, plus θ9 sur 9 factoriel. Et ça, c'est sinus θ. Et donc, je peux, bien sûr, quand je me rappelle des formules qui définissent cosinus et sinus en termes de série entière, je peux dire que exponentielle i θ, c'est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Bien sûr, il faut juste bien regarder que les termes qui ne contiennent pas de i, ça donne le cosinus θ, ici. Et quand je mets le i en facteur, les termes qui contiennent i, après avoir mis i en facteur, c'est sinus θ. Et donc, exponentielle i θ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Et ça, c'est l'une des formules les plus célèbres des mathématiques. C'est une formule assez impressionnante. De toute façon, c'est une formule qui lie la fonction exponentielle à la fonction cosinus et sinus, et il s'avère qu'elle est très très utile dans la pratique. Et bien sûr, quand on prend θ égale à pi, on aura que exponentielle i fois pi, c'est égal cosinus pi plus i sinus pi, mais cosinus pi égale moins 1 et sinus pi égale à 0. Et donc, je peux écrire cosinus exponentielle i pi, c'est égal à moins 1. Une formule, peut-être la formule la plus connue des mathématiques.